Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel du Capitaine. Alors avant de commencer, il est très important, si vous êtes consommateur de ce contenu, je vous invite à suivre la chaîne du Capitaine, mettre un petit pouce bleu et éventuellement commenter la vidéo. Je vous rappelle que en faisant cela, d'autres pourront aussi voir ce tutoriel et ça permettra à la chaîne de s'agrandir. Alors au menu de ce tutoriel, on va voir les bases du RSI. Vraiment, on va voir le RSI de A à Z, la lecture simple du RSI jusqu'aux lectures les plus compliquées en parlant divergence. Alors d'abord, qu'est-ce que le RSI? Le RSI est un indice de force relative. Donc ça vient de l'anglais Relative Strength Index. Donc c'est un oscillateur. Il fait partie de la famille des indicateurs techniques oscillateurs de type momentum. Donc qu'est-ce que mesure le momentum? C'est l'impulsion, c'est-à-dire la vélocité et la variation d'un prix d'un mouvement. Donc ces deux éléments ensemble nous donnent ce qu'on appelle le momentum et ce sont des indications très intéressantes à obtenir lorsque on le compare à l'évolution du prix. Je vous rappelle tout de même qu'un indicateur technique est toujours en retard par rapport au prix, tout simplement parce qu'il prend des datas du prix pour les retranscrire sur l'oscillateur. Donc c'est pour ça que ne jamais uniquement regarder un oscillateur, mais accompagner l'oscillateur de d'autres éléments techniques comme la price action, support, résistance, etc. Et là, vous utilisez de façon cohérente cet oscillateur. Alors, on va voir que c'est un indicateur borné entre 0 et 100 et qu'il y a deux zones extrêmes, la zone de surachat et la zone de survente. Alors, qu'est-ce que sont les zones de surachat-survente? On va voir que les zones clés du RSI sont 70 et 30. On dit que le RSI est en surachat lorsque il franchit les 70. On dit qu'il est en survente lorsqu'il franchit les 30. Il est suggéré qu'en bull market, un RSI à 80 peut être considéré comme du surachat. À l'inverse, en marché baissier, un RSI à 20 peut être considéré comme la zone de survente. Si on fait une lecture simplifiée du RSI, on nous dit de chercher des achats lorsque le RSI est en survente et franchit les 30 à la hausse. À l'inverse, on nous dit de chercher des ventes lorsque le RSI franchit à la baisse la ligne des 70 de surachat. On peut aussi utiliser cet indicateur pour clôturer, soit si on a des longues, soit si on a des shorts, prendre des profits. Donc ça suggère aussi une prise de profit. Donc ça, je vous rappelle que c'est la lecture simplifiée. Donc maintenant, on va regarder ensemble les zones de surachat et les zones de survente de ce RSI. Alors, lorsqu'on regarde et qu'on fait l'application classique, la plus répandue de la zone de surachat-survente, comment on opère? Comme vous pouvez le voir ici, on a les deux zones extrêmes ici, comprises entre 70 et 100. Et ici, nous avons bien la deuxième zone extrême, comprise entre 30 et 0. Alors, par exemple, ici, qu'est-ce que ça nous suggérerait? Et qu'est-ce que ça nous a suggéré? En plus, c'était un signal cohérent. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici un RSI en surachat et par la suite, le prix a corrigé. Là, le RSI s'apprête à rentrer à nouveau en zone de surachat. Le prix a corrigé par la suite. Donc, si nous, on avait des achats, par exemple, effectués précédemment, ça nous aurait suggéré de vendre nos achats ou tout simplement de short. Donc, je ne recommande pas vraiment, loin de là, de shorter sur un signal de survente RSI uniquement. Sinon, vos probabilités d'échec sont énormes. Mais en tout cas, voilà, ça nous suggère qu'il est peut-être temps de prendre ses profits. On va voir maintenant, lorsque le RSI est en zone, ici par exemple, dans ce cas de figure, en daily, était en zone de surachat, par exemple, de survente, ici, c'était éventuellement un signal d'achat. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas à chaque fois, mais ici, dans ce cas de figure, ça marchait parfaitement. Ici, on aurait acheté ici sur ce RSI en surachat. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a eu le prix qui a haussé par la suite jusqu'à la dernière zone de survente ici. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est pas un signal parfait parce que regardez ici, nous sommes en survente et pourtant le prix a continué à hausser. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier évidemment, mais c'est ce que suggèrent les zones d'extrême de surachat, survente. Acheter lorsque le RSI est en survente, revendre lorsque le RSI est en surachat. Voilà, il faut faire l'opposé finalement de ce que indique l'indicateur. Alors maintenant, on va voir que voilà, les zones les plus classiques, comme on a pu les voir, c'est les zones de surachat, survente. Mais un concept qui est moins utilisé, moins répandu, c'est la zone de neutralité. Qu'est-ce que la zone de neutralité? C'est lorsque le RSI se trouve au niveau de 50. Donc 50, c'est la zone médiane entre la zone de surachat et survente. C'est-à-dire que lorsque il se trouve autour des 50, il n'est ni en surachat ni en survente. Donc comment j'utilise cette zone neutre? Si la tendance est haussière ou baissière sur le momentum, ça me permet d'avoir une indication visuelle sur quel niveau on se trouve au niveau du RSI et dans ces cas-là, confirmer ou non mon biais. Enfin, lorsque la ligne des 50 est croisée d'un côté ou d'un autre, ça m'indique un retournement. Ça m'indique éventuellement
que la tendance a envie de s'inverser ou en tout cas envie de changer au niveau de cette zone neutre. Comment j'applique précisément ces concepts dans mon trading? Dans le sens de l'achat, cela me permet d'éventuellement ouvrir un long lorsque le RSI croise à la hausse la médiane et parvient à rester au-dessus, ou un possible signal de prise de profit pour un short en cours. Alors, on va voir ensemble un exemple comment noter cette zone de neutralité. Alors, ici, vous prenez l'outil classique des lignes horizontales et on va mettre ici à 50 notre zone de neutralité. Alors ici, par exemple, vous pouvez régler au point près juste en mettant ici les coordonnées, vous mettez 50 et voilà, vous avez votre droite qui est parfaitement sur les 50. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a notre zone de neutralité qui se trouve ici. Alors, comment interpréter cette zone de neutralité et comment l'utiliser? Tout simplement, ici, par exemple, dans ce cas de figure, lorsque nous sommes au-dessus de cette zone neutre, nous sommes toujours haussiers au niveau du RSI pour l'actif. En revanche, lorsque nous franchissons cette zone de neutralité, ici, comme vous pouvez le voir, nous rentrons en momentum baissier sur l'actif. Les façons dont j'interprète aussi ce signal de neutralité, c'est lorsque finalement on va franchir à la hausse cette zone de neutralité. Donc dans ces cas-là, si on franchit cette zone des 50 à la hausse, éventuellement, ça me signale un retournement de tendance haussier sur l'actif en question. Donc là, pour le coup, pour Ethereum. À l'inverse, lorsque on franchit à la baisse ici cette zone de neutralité, ça indique éventuellement un signal de vente, un signal de prise de profit à prendre. Pourquoi? Parce qu'on passe baissier au niveau du momentum RSI. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'utilisation primaire de cette zone de neutralité. On va voir qu'elle est utile, mais elle est surtout utile, encore une fois, quand on ajoute cet oscillateur à d'autres indications techniques. Support, résistance, Fibonacci, price action, tous ces éléments réunis font que c'est efficace. Si vous utilisez uniquement l'indicateur, honnêtement, ça va mal aller pour vous sur les marchés parce que vraiment, c'est l'indicateur le plus utilisé. Donc, si vraiment vous attendez d'avoir un signal clair dessus et uniquement un signal sur l'oscillateur, c'est dangereux et je ne vous le recommande pas. Mais c'est vrai que voilà, après coup, ces confirmations sur le RSI sont assez intéressantes. Mais voilà, il faut être prudent et il faut vraiment comprendre que nous devons comprendre ce qu'il se passe sur le prix pour ensuite interpréter le RSI, mais pas l'inverse. On n'interprète pas le RSI pour comprendre le prix. Non, il faut faire les choses dans l'ordre. On comprend ce qui se passe sur le prix. Ensuite, on regarde une confirmation éventuelle sur le RSI, mais pas l'inverse. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la zone de neutralité me sert pour deux choses dans mon trading. Lorsqu'on franchit à la hausse la ligne des 50, ça m'indique un signal d'achat et un possible retournement de tendance haussier, donc éventuellement une prise de profit short. Donc ça, évidemment, je le rajoute ici au cas où vous faites du short et j'espère évidemment que c'est pas votre seul signal pour prendre votre profit. Je vous indique juste ce que ça suggère. Dans le sens de la vente, tout simplement, si on franchit à la baisse la ligne des 50, cela peut indiquer un éventuel retournement de tendance. Évidemment, on doit rester en dessous de cette ligne 50 pour que ça soit confirmé. Mais voilà ce que ça suggère globalement. Donc, si on a pris un long précédemment, ça suggère évidemment de prendre une partie de ces profits longs dans ce cas de figure. Il est important de comprendre que les signaux donnés par la zone neutre sont bien moins fiables que ceux donnés par les zones extrêmes. Donc là, c'est vraiment une indication supplémentaire, mais voilà, ça peut rajouter, on va dire, des petits éléments techniques à votre stratégie pour vous donner une confirmation ou non. Voilà vraiment à quoi sert cette zone neutre. Alors, on va voir maintenant l'analyse technique sur le RSI. Parce que oui, on peut faire de l'analyse technique sur le RSI. Et comment on fait cette analyse technique? Tout simplement en dessinant des supports et des résistances obliques sur le RSI. Donc, comment j'interprète ces droites tendancielles sur le RSI? 1. Comprendre visuellement la tendance du momentum. 2. Confirmation sur le momentum d'un breakout haussier ou baissier. Si ça se passe sur le prix et que ça se passe sur le momentum, j'ai une double confirmation, on va dire, de ce breakout, ce qui peut être extrêmement intéressant. 3. Un signal de retournement de tendance lorsqu'un support ou une résistance est largement traversé. Alors, je reviens ici à mon RSI. On a toujours la zone neutre. Ici, je vais même la mettre en blanc pour pas qu'elle nous perturbe. Et maintenant, je vais faire de l'analyse technique sur mon RSI. Donc, c'est une façon de faire. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça que je procède uniquement? Non. Je vous indique juste comment est utilisé ce RSI globalement. Alors ici, ce que je fais, je prends une droite de tendance ici. Je pars, par exemple, de plusieurs points de contact. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est une belle droite avec
1, 2, 3, 4 points de contact, qui est assez, hein, évidemment, pour que cette tendance soit confirmée sur cette oblique. Donc 1, 2, 3, 4 points de contact. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un franchissement haussier de cette droite pour qu'on a ensuite éventuellement réintégré. Donc ici, c'était éventuellement un signal haussier. Donc on a eu un petit mouvement haussier et on a réintégré rapidement. Alors par exemple, on va chercher un autre niveau qui pouvait être intéressant. Et comme vous pouvez le voir ici, on avait aussi plusieurs points de contact. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un petit signal d'achat qui s'est fait ici, hein. On est passé de 2100 à 2500. Donc, comme vous pouvez le voir, ça pouvait s'interpréter, hein, d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, ce qui est intéressant, c'est un support. Maintenant, quand je regarde ici, je vois qu'on a un support RSI qui est en train de se dessiner. 1, 2, 3, 4, environ 4 points, 4 ou 3 points de contact, hein, à peu de choses près ici qui se dessinent sur le RSI. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Par exemple, on a eu un franchissement de ce RSI, hein, de ce support RSI. Donc, si c'est confirmé, si on reste en dessous de ce support RSI, ça sera éventuellement un signal de retournement de tendance baissier pour l'actif Ethereum actuellement. Alors, est-ce que c'est un signal d'achat, de vente à proprement parler? Non. C'est une indication supplémentaire qui doit vous servir de repère, mais ce n'est pas un signal d'achat ou de vente uniquement. C'est un indice supplémentaire en votre faveur ou entre votre défaveur. Donc vraiment, voilà une façon finalement d'interpréter ces supports et résistances, donc l'analyse technique sur le RSI. Je vous invite évidemment à vous-même essayer, hein, de tracer des supports et des résistances sur le RSI et derrière essayer d'avoir des confirmations sur votre lecture de prix. Par exemple, ici, je vois un autre support qui est assez clair et ensuite, on a eu un franchissement de ce support, franchissement de la zone neutre, etc. Donc là, il y avait pas mal de signaux envers une prise de profit, en tout cas, plutôt que vendre tout simplement sur un signal RSI. Alors maintenant, on va rentrer au cœur de mon utilisation du RSI. J'utilise principalement le RSI pour déceler des opportunités de divergence, soit d'achat, soit de vente. Alors attention, les divergences ne sont pas un signal d'achat ou de vente à proprement parler. On ne shorte pas un actif sur une divergence baissière. On n'achète pas un actif uniquement sur une divergence haussière. C'est une indication supplémentaire, c'est une confirmation de votre biais, mais ne vous amusez pas à shorter, élonguer sur une divergence. Vraiment, c'est une mauvaise technique. Ça vous apportera pas grand-chose dans le sens où les divergences peuvent rapidement s'inverser et s'annuler. Alors, qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence se produit lorsque l'oscillateur montre un signal différent du prix. C'est-à-dire lorsque l'oscillateur ne suit pas le prix. Donc, on a un signal inverse qui se dessine sur le prix et le momentum. C'est très pratique d'utiliser les divergences dans le sens où elles nous donnent un indice sur la force ou la faiblesse d'une tendance actuelle. Donc, cela peut nous permettre de confirmer finalement si la tendance actuelle est puissante ou si tout simplement elle est en train de s'affaiblir. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique et ça peut donner beaucoup de signaux, beaucoup d'indications supplémentaires à nos setups pour éventuellement ne pas revendre un bottom et ne pas acheter un top. On va voir qu'il y a deux catégories de divergence. Ce qu'on appelle la divergence classique, hein, la plus courante, et la divergence cachée. On va voir qu'à l'intérieur de ces divergences, il y a des divergences haussières et baissières. Donc, une divergence haussière, tout simplement, nous donne un éventuel signal d'achat. Une divergence baissière nous donne un éventuel signal de vente. Alors, on va d'abord voir les divergences haussières classiques. Comment on repère une divergence haussière classique? Tout simplement lorsque le prix dessine un creux de plus en plus bas ou équivalent et l'indicateur dessine des creux de plus en plus haut ou équivalent. Donc comme vous pouvez le voir, ça diverge. Alors on va voir maintenant des exemples tout de suite de divergence. Alors maintenant on a un exemple parfait de divergence haussière. Comme vous pouvez le voir ici, on a un creux au-dessus du précédent au niveau du RSI et ici on a un creux équivalent, voire un tout petit peu au-dessus du précédent. Alors ici, on a une superbe indication d'un signal d'achat. Tout simplement ici, on a un sell-off, on a une correction, mais cette correction finalement, elle donne lieu à un creux quasi équivalent ou un peu au-dessus, et ici, sur le momentum, ça donne lieu à un creux au-dessus du précédent. Donc là, on peut vraiment voir finalement que il y a une divergence entre le prix et l'oscillateur où finalement cette vente se fait avec beaucoup moins de force que précédemment. Et donc là, c'était vraiment un signal d'achat
extrêmement intéressant. Je vais aussi vous indiquer que finalement, les divergences, on peut les repérer sur d'autres oscillateurs. Donc, par exemple, sur les MACD, ça marche aussi parfaitement de repérer les divergences. Donc, par exemple, parfois, elles sont, soit plus visibles sur le RSI, soit plus visibles sur les MACD. Donc, par exemple, vous pouvez finalement avoir les deux oscillateurs et vérifier ensemble si voilà, vous avez aussi une confirmation sur les deux oscillateurs. Donc là, par exemple, la divergence était extrêmement visible sur la MACD, encore plus facilement, hein, comme vous pouvez le voir ici. En termes de vente, on avait beaucoup moins de ventes, alors qu'ici, on a fait un creux en dessous du précédent. Et maintenant, on va passer aux divergences cachées haussières. Donc, qu'est-ce qu'on a pour avoir un signal de divergence haussière cachée? On doit avoir un prix qui dessine des creux de plus en plus haut ou équivalent, et l'indicateur, lui, doit dessiner des creux de plus en plus bas ou équivalent. Et là, dans ces cas-là, on a un signal de divergence haussière cachée. Alors là, on a un bel exemple de divergence haussière cachée. Donc, c'est moins répandu, mais voilà, ça existe aussi. Et là, par exemple, ici, on voit bien qu'on a un creux au-dessus du précédent, ici. Et sur le momentum, ici, on a un creux équivalent au précédent. Donc ici, ça franchit à peine à la baisse, mais ici, on a bien une divergence cachée qui s'est dessinée ici sur l'exchange token, ici, en 2 heures. Donc ça, c'est l'exemple d'une divergence cachée, donc c'est un peu moins répandu. Regardez ici, en plus, elle se voit extrêmement bien au niveau des MACD par rapport finalement au RSI où elle est équivalente. C'est pour ça que je vous dis de regarder les deux indicateurs. Ça peut être aussi intéressant finalement d'avoir des avis différents pour voir. Mais ici, voilà, la divergence cachée était extrêmement visible. Alors maintenant qu'on a vu des exemples de divergences haussières, on va voir des divergences baissières. Donc les divergences baissières à l'inverse sont généralement des signaux de vente, soit de prise de profit, soit éventuellement un signal short si évidemment vous vous aventurez à shorter les marchés. Alors, à l'inverse, ici, une divergence baissière, c'est lorsque le prix dessine des sommets de plus en plus hauts ou équivalents, alors que lui, l'indicateur dessine des sommets de moins en moins hauts ou équivalents. On va voir un exemple ici sur le Bitcoin. Alors ici, par exemple, vous voyez qu'on a un superbe exemple de divergence. Donc, en 1 heure, ici, on voit que le Bitcoin fait des sommets de plus en plus hauts. Hein, on voit bien les sommets ici. Hein, je les ai délimités par ma ligne. De plus en plus haut, alors que lui, le RSI, fait des sommets de plus en plus bas. Et regardez comment, si vous prolongez cette ligne, vous voyez comment ici, on regarde, le prix diverge bien, visuellement parlant, hein, le prix diverge de l'oscillateur. Et là, ça se voit visuellement parlant, finalement, qu'on a un prix qui augmente, alors que lui, au niveau du momentum, au niveau de la vélocité, s'affaiblit. Et c'est là qu'on a une divergence. Donc là, par exemple, pour le coup, c'était le début d'une tendance éventuellement baissière, ici, qui s'est mis en place sur le Bitcoin. On va voir un autre exemple de divergence. On en a beaucoup, on en a souvent des divergences baissières et ça fonctionne, sauf que c'est pas un signal de vente à proprement parler. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir une divergence et finalement avoir une annulation rapide de cette divergence. Donc non, ce n'est pas uniquement un signal de vente. Il faut évidemment ajouter, on va dire, à ce signal d'autres signaux et dans tous les cas avoir une gestion de risque adaptée. Surtout si on short. Pourquoi? Parce que si on short, on est exposé à la liquidation si on n'a pas de stop loss. Donc, shorter un marché bull, en tout cas maintenant qu'on est bull sur le Bitcoin, est extrêmement dangereux si vous n'avez pas de stop loss. Donc, ne vous aventurez pas à faire ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Alors maintenant, on va voir un exemple de divergence cachée baissière. Alors, je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'une divergence cachée baissière. C'est le prix qui dessine des sommets de moins en moins hauts ou équivalents. Et l'indicateur, lui, dessine des sommets de plus en plus hauts ou équivalents. Alors ici, j'en ai trouvé une belle de divergence baissière cachée. Et comme vous pouvez le voir, elle a été un super signal de vente. Alors, on voit bien ici que le prix a dessiné un sommet de moins en moins haut, c'est assez clair. Et ici, en revanche, sur l'indicateur, on voit bien qu'il y a un sommet de plus en plus haut. On a un sommet au-dessus du précédent. Et là, comme vous pouvez le voir, le prix diverge avec l'indicateur et par la suite, on a eu un énorme sell-off. Donc, ça peut être extrêmement efficace hein, de bien repérer les divergences. Je les utilise beaucoup dans mon trading. En revanche, je ne traderai jamais une divergence seule. Et trader uniquement avec les divergences vous donnera 1 du retard et 2
vous donnera beaucoup de faux signaux. Donc là, on a trouvé des beaux exemples, mais ça fonctionne pas forcément toujours aussi facilement. Alors, maintenant, on va voir ce qu'on appelle le failure swing du RSI. Donc, c'est un faux breakout haussier ou baissier. On va voir que ça ressemble pas mal aux divergences, mais il y a quand même une petite différence et on va la voir tout de suite. Alors, d'abord, qu'est-ce que un failure swing? Un failure swing se produit lorsque le RSI se trouve sur des valeurs extrêmes et qu'il échoue à franchir son dernier sommet ou creux. Alors, on dit que c'est un failure swing. Ça veut dire, ça vient du mot anglais échec. Donc, il existe deux types de failure swing. Il y a le bottom et le top. Donc, comme son nom l'indique, ça marque le début d'un top et l'autre, c'est un éventuel bottom qui se dessine. On va voir des exemples tout de suite, mais le top se produit lorsque le RSI se trouve au-dessus de 70. On va voir maintenant un exemple de top clair et net. Alors ici, on a un bel exemple de top. Comme vous pouvez le voir, on a le RSI qui est en zone extrême, on est d'accord, on est au-dessus de 70. Ici, on a le prix qui fait un sommet au-dessus du précédent. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le RSI qui tente de faire un nouveau sommet, mais il échoue. Et là, à partir du franchissement de ce dernier creux, on a la confirmation d'un failure swing du RSI. Et c'est bien un signal de top parce que par la suite, le prix a corrigé violemment, même si il a repris rapidement. Mais ça, c'est l'exemple d'un failure swing. Donc ici, on fait dans le même principe qu'on évalue un retournement de tendance sur le prix, on l'évalue sur le RSI. Et là, comme vous pouvez le voir, on a bien un échec. On n'a pas réussi à s'affranchir de ce dernier sommet. Et par la suite, on a franchi ce dernier creux et le RSI a violemment chuté par la suite. De même pour le prix. À l'inverse, maintenant, on va voir un failure swing RSI bottom. Donc, pour un cas de figure bottom. Donc là, en une heure, on a l'exemple d'un failure swing bottom qui est plutôt pas mal et qui a été assez efficace. En tout cas, on a eu un rebond court terme dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a bien le RSI qui n'a pas réussi à franchir ici le dernier creux. Et par la suite, ici, on a franchi ici ce dernier sommet. Et par la suite, le RSI a augmenté et on a eu ce petit rebond court terme. Donc là, c'est un exemple. On va en chercher peut-être un autre encore plus parlant. Alors, ici, on a un deuxième bel exemple de failure swing. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une ressemblance avec la divergence. La seule chose, c'est que le signal est confirmé à un autre moment. Donc ici, on a bien un creux qui n'arrive pas à franchir ici ce dernier creux sur le RSI à 25. Ici, on voit que le prix continue, lui, de baisser. Donc, on a un sommet, un creux au-dessus du précédent. Et ici, lorsqu'on a franchi ce dernier sommet à la hausse, comme vous pouvez le voir, le RSI s'est retourné et est devenu bullish. Et par la suite, le prix, lui, a continué de hausser. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez semblable aux divergences. Donc, parfois, on peut avoir une divergence et un failure swing, mais c'est des signaux qui sont assez cohérents dans le sens où vraiment, si on a un retournement de tendance sur une zone extrême ici, on a de fortes chances de, par la suite, avoir une correction dans la direction du failure swing assez importante. Alors, pour conclure sur le RSI, pour ma part, je l'utilise, mais attention. Pourquoi? Parce que je l'utilise tout le temps, on va dire, après déjà avoir étudié le prix. J'étudie le prix, la price action, les sommets, les creux, Fibonacci, et ensuite, pourquoi pas, je sors mon RSI. Et pourquoi je l'utilise? Je vous l'ai déjà dit, je l'utilise principalement pour les divergences, savoir où on en est au niveau du momentum, si on est en consolidation, si on était plutôt bullish, bearish, et vraiment pour trader les divergences et aussi les failure swing, pourquoi pas. Sinon, je n'utilise pas le RSI, c'est-à-dire je ne vais pas vendre si je suis en surachat, je ne vais pas acheter parce que je suis en survente. C'est jamais mes arguments d'achat. En revanche, voilà, ça me sert principalement pour les divergences. Les divergences sont des signaux efficaces s'ils sont complétés d'une lecture de prix, s'ils sont complétés avec d'autres éléments techniques. Voici pour ce tutoriel RSI de A à Z. Normalement, vous avez tous les outils en main pour savoir gérer convenablement le RSI. Faites attention quand vous utilisez le RSI, ne vous laissez pas handicaper par un oscillateur. Je recommande toujours de comprendre ce qui se passe sur le prix. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur ce tuto, je vous invite à mettre un petit commentaire. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à suivre la chaîne du Capitaine. Et on se retrouve très bientôt, soit sur mes réseaux sociaux, sur Discord ou pour un prochain tutoriel.